je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de venir faire ma présentation ici. Alors, je vais dire quelques mots sur le CEREMA parce que je me rends compte au fur et à mesure de mes déplacements, c'est un organisme qui est très peu connu. Alors, qui nous sommes? Nous sommes un établissement public neuf, nous sommes nés le 1er janvier 2014. Bon, pas de mystère, ce sont les ex-CT, Centre d'études techniques de l'équipement, qui ont fusionné ensemble avec d'autres organismes comme le CERTU, le CETMEF, le CETRA, et qui sont regroupés au sein d'un établissement public. Donc, on n'est plus directement attaché au ministère du développement durable, mais on est à part. Donc, le titre a été donné. Nous sommes 3100 personnes au total sur toutes les questions qui touchent à l'aménagement du territoire et dont le bâtiment est un petit morceau. 220 experts nationaux et internationaux, 29 implantations en France. Donc là-dedans, les gens qui touchent de près ou de loin au bâtiment, c'est environ 200 personnes, y compris sur le neuf, le contrôle régalien, l'expertise en rénovation, la recherche appliquée, etc. Nous assurons des prestations dans tous les domaines de l'aménagement du territoire, en général études, recherche, AMO, expertise, méthodo, contrôle, formation, de plus en plus de formations, pour le compte de l'État, des collectivités territoriales, divers organismes publics, parapublics, privés ou même de temps en temps étrangers. Alors dans le domaine du bâtiment, les questions qui sont abordées couvrent l'efficacité énergétique d'une part, mais aussi la santé et risques, qualité d'usage, confort, performance environnementale, qui est un sujet qui, je pense, va de plus en plus monter dans les prochains temps, gestion de patrimoine et qualité réglementaire. Donc on prône une approche globale du bâtiment et pas seulement le point de vue efficacité énergétique. Alors voilà, mon petite répartition de nos activités en bâtiment, on voit que la partie recherche-innovation couvre 20% de nos activités. Ce qu'ils appellent contrôle réglementaire, 24%, c'est ce qu'on appelle le CRC, c'est-à-dire les contrôles en cours de chantier ou 3 ans après réalisation de toutes les normes de la construction qui sont obligatoires. Donc on a des agents assermentés pour ça. Alors voilà, on travaille pour l'État principalement et puis pour d'autres services. Alors sur l'aspect bâtiment, suivi global, on essaye de se positionner de l'expertise locale puisqu'on est régionalisé. Donc moi je couvre la région, la nouvelle grande région Grand Est. De l'expertise locale à l'évolution de la réglementation, c'est-à-dire à la fois projet de recherche appliqué et directement ensuite on essaye de participer à la transcription de ces résultats dans la partie dure. Donc on a en image ici donc, la Maison du Tourisme de Troyes qu'on suit dans un projet de recherche. On a instrumenté les différents, la réhabilitation avec les différents matériaux. Alors c'est du béton de chanvre qui a été appliqué soit en remplacement, soit sur le torchis d'origine dans le pan de bois. Donc on suit les transferts hygrothermiques qui se passent dans ces matériaux. On essaye d'élaborer des solutions techniques de référence. Bon, ça fait partie d'un groupe projet global Habitat Ancien Alsace qui a déjà été évoqué et qui sera développé à la fin de la présentation. On travaille donc à l'évolution des réglementations et de la normalisation et on participe à la diffusion des connaissances modestement. Alors, je vais essayer de parler en 3 parties. Un premier petit regard sur l'évolution de la recherche appliquée sur l'habitation thermique du bâti ancien. Ensuite, je vais rentrer un peu dans le cœur de mon exposé sur les spécificités thermiques des bâtiments anciens, alors plus dans l'aspect avant travaux, du point de vue un peu ingénieur, puisque dans la partie après travaux, vous êtes nombreux aujourd'hui dans le programme à les développer, c'est un peu complémentaire. Et enfin, pour conclure, sur des projets fondés sur des diagnostics complets, quelle stratégie de réhabilitation responsable des logements anciens, les étapes clés, et puis je céderai la parole à Madame Lejeune pour un zoom sur le projet Habitat Ancien en Alsace. Alors, sur la partie recherche appliquée sur la réhabilitation thermique du bâti ancien, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas très vieux. Donc, on retrouve ma maison de Troyes, et on retrouve de l'autre côté sur l'image un bâtiment du 16e arrondissement de Paris, un poste haussmannien qu'on avait étudié il y a déjà quelques années, à l'époque d'un projet qui s'appelait Battant, sur lequel je vais revenir. Alors, sur le postulat de départ, ça a déjà été longuement évoqué, on est à peu près conscients tous, et on partage l'idée qu'on ne veut pas forcément faire ça. C'est pas parce qu'on est ingénieur ou thermicien que notre objectif c'est de créer ce genre de projet. Mais en partant de là, on acte ça et on revient sur la réflexion comment on avance sur la réhabilitation du bâti ancien sans rester dans l'immobilisme et sans arriver sur ce qu'on ne souhaite pas. Alors, si je remonte un petit peu, on voit qu'en 1985, le CSTB a commencé à produire des règles THK, donc coefficient K qui est devenu maintenant coefficient U, de déperdition thermique des parois,
sur les parois anciennes. Donc on commence à s'intéresser un petit peu à autre chose que du neuf. C'est un premier pas timide, il n'y a pas eu grand-chose d'autre. Dès 2004, on a une première étude qui est commandée donc, par la DGALN sur le comportement thermique du bâti ancien et qui débouche sur des enseignements intéressants puisque en 2007, c'est la RT élément par élément qui sort, donc celle qui est en vigueur encore aujourd'hui, que vous connaissez sûrement. Le schéma a été présenté par Thibault Lalaurancier sur qui est concerné, qui n'est pas concerné. Cette RT élément par élément, il y a un principe de précaution sur les matériaux sensibles, qui sont globalement quasiment tous les matériaux anciens, qui est inclus et qui dit qu'on n'est pas obligé justement d'isoler ces matériaux avec ce texte réglementaire. Donc si cette partie-là a été introduite dans ce texte de loi, c'est parce qu'il y a eu un certain nombre de discussions qui ont été établies autour de projets, alors celui-ci puis d'autres, autour de certain nombre d'acteurs qui ont avancé des arguments qui ont permis cela. Et idem sur la RT globale en 2008, où on exclut le bâti d'avant 48 de la formulation d'obligation. Donc on a ces deux, on va dire, voilà, ces deux dispositifs qui sont en vigueur et qui, on va dire, la RT existante, on peut estimer qu'elle va être refondue dans les années à venir, mais on ne sait pas exactement quand encore, mais il faudra sans doute de nouveau porter des arguments si on souhaite que les choses n'aillent pas dans un sens que j'imagine vous ne souhaitez pas. On voit les discussions qui ont lieu avec le décret que l'on a évoqué, donc il y a des enjeux assez forts. 2005-2008, projet battant. Premier gros projet de recherche, alors gros parce qu'il y a un projet à plus d'1 million d'euros, sur la recherche et le comportement thermique des logements d'avant 1948. Donc on rentre, on va dire, voilà. Et depuis ce projet qui a été un petit peu pionnier, bon, on a eu depuis d'autres projets, d'autres organismes qui sont lancés un petit peu sur le filon. Et aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs, de plus en plus, qui s'intéressent à cette question. Alors ce projet battant, il était multipartenaire, il y avait le ministère de l'écologie, sous l'impulsion du Grenelle de l'environnement, et il y avait les CT, donc, qui sont maintenant le CEREMA, l'ADEME, des universitaires, des associatifs, donc Maison Paysanne de France par exemple, l'ANFPA, etc. Il a été créé une typologie nationale du point de vue d'un axe thermique. Donc des familles de logements anciens avec un panel de bâtiments réels représentant, instrumentés, finement diagnostiqués, alors c'est de l'instrumentation de besoins, de consommation, de confort. On a fait des simulations thermiques dynamiques avec un logiciel qui s'appelle Terren6, qui est un logiciel plutôt axé recherche, qui est assez poussé dans le niveau de détail auquel on peut aller, donc qui est plus adapté sur des bâtiments complexes. Et il y avait la volonté d'établir un modèle statistique de consommation sur ces logements anciens et de le valider sur un large panel, qui était, pour lequel Maison Paysanne de France a largement contribué, pour chaque partie de la typologie. Ça, c'était l'idée de ce projet. De ce projet, on a tiré finalement pas mal d'enseignements sur la réalité des logements anciens en France, qui ont servi de brique à nombre d'autres projets. Alors, notamment, à l'issue de ce projet, on s'est intéressé plus spécifiquement à la question de la simulation thermique du bâti ancien. Vaste programme. Alors, pourquoi cette question ? Parce que faire une simulation d'un bâti ancien, ça a un intérêt, notamment si on souhaite afficher des économies d'énergie. J'ai vu dans la présentation précédente qu'on avait affiché un avant-après, en termes d'économie d'énergie. Pour avoir cet avant-après, on est bien obligé d'avoir l'avant. Et l'avant sur facture, c'est pas forcément satisfaisant pour plusieurs raisons que je vais évoquer. Alors donc on a essayé de faire des simulations du mieux possible sur des bases de relevés issues du projet battant avec une analyse fine des incertitudes associées. Là, notamment, il y a un zoom qui peut être fait sur un immeuble, celui qui était en photo en thermogramme sur ma première image, ou sur une maison, etc., 1930, là, en banlieue parisienne. Alors, ces simulations thermiques dynamiques, l'intérêt majeur, c'est de simuler le bâtiment avec l'usage souhaité et non dépendant de la particularité de l'occupant. Parce que les factures, elles sont là. Exemple d'une personne qui chaufferait à 26 degrés, donc facture énergétique avant travaux artificiellement haute. Résultat des courses, si on lui fait des jolis bouquets de travaux et qu'on lui annonce un gain énergétique avant-après, mettons de 200 kWh par mètre carré par an ou plus, quelle va être la réalité ? Elle risque d'être extrêmement déçue, la personne. Et donc, on est là sur un vrai problème de... si on veut calculer un temps de retour sur investissement, on a vu dans le projet de décret qu'on va être obligé de le faire, reste à savoir comment, il faut savoir d'où on part. Un bâti ancien, je ne vous apprendrai pas que souvent, il n'est pas chauffé de manière homogène. Or, dans des simulations, on va dire, de premier niveau, on a une seule température de consigne en général. Donc, c'est tout un tas d'éléments à prendre en compte et qui rendent cet exercice un peu compliqué.
Donc obtenir l'état de travaux en rénovation pour servir de base aux simulations de bouquets de travaux. Appréhender des caractéristiques importantes du bâtiment, par exemple le confort d'été, ce sont des choses qui sont permises avec des logiciels un peu plus avancés, mais qui ne le sont pas avec des choses de base, etc. Donc l'exemple de mon bâtiment parisien, 108 mètres carrés au 5e étage, donc qui était instrumenté, et où on avait la chance de connaître bien les occupants, donc de pouvoir les questionner sur leurs habitudes, etc. Donc on a un logement mitoyen, avec un appartement dessus, un appartement dessous. On a une architecture qui rend la modélisation géométrique, donc c'est la première étape de ma simulation, un peu compliquée, puisqu'on voit qu'on a des arrondis, on a des épaisseurs variables sur notre enveloppe extérieure, je parle en langage de thermicien, et donc il faut essayer de représenter ça au mieux, et donc souvent on simplifie évidemment la réalité, et donc en face de cette simplification, il y a une incertitude qu'il faut associer. On fait une erreur à plus ou moins temps. L'idée étant d'aller voir ensuite l'impact de ces erreurs. Donc voilà, le suivi annuel de la consommation, ça c'est les mesures. Sur ce bâtiment, donc on voit bien les vacances, on a des gens qui sont partis, etc. On a du chauffage gaz, et on est sur, en kilowattheure jour, on est sur un bâtiment qui consommait environ 200 kWh par mètre carré par an. Donc le récapitulatif, voilà, on l'a ici, voilà, conso énergie totale, voilà, 165 kWh par mètre carré et par an, etc. Ce qui est plutôt bon pour un bâtiment de ce type, mais avec beaucoup de parois mitoyennes, on va dire. On a du simple vitrage, des grandes baies, et on a des parois sur cour qui sont beaucoup plus fines que les parois en pierre de taille sur rue. Donc on identifie assez rapidement, on va dire, les points faibles thermiques. En propagation d'incertitude. Alors, ici, c'est une première liste, donc il ne faut pas la peine de tout lire, qui liste un peu des erreurs qu'on sait qu'on a faites en réalisant la simulation. D'abord parce que les données d'entrée de base ne sont pas forcément faciles à obtenir. Par exemple, si je prends le début, la première ligne, facteur solaire des parois opaques. C'est quelque chose dont on a besoin, c'est l'énergie thermique par rayonnement qui pénètre dans mon bâtiment à travers les parois opaques. Donc comment le rayonnement solaire qui touche ma façade se propage jusqu'à l'intérieur. Ce facteur solaire, qui est le paramètre physique correspondant, il n'est pas connu finement sur un mur en pierre de taille en calcaire parisien, par exemple. Je n'ai pas spécialement d'études de labo sous le coude pour savoir exactement de combien il est. Ça dépend de l'état de surface, etc. Donc on a une incertitude. On a mis plus ou moins 50%. Cette incertitude, je vois sur mes petites courbes qu'en fait, en sortie, elle va correspondre à un peu plus de 1% sur la consommation de mon bâtiment à la sortie de la simulation. Alors ça paraît peu, mais c'est juste un seul facteur. Et il y en a beaucoup d'autres. Donc si je prends les grandes barres, voilà, coefficient U des parois opaques, tout en bas, on a estimé qu'on le connaissait à plus ou moins 15%. Parce que le lambda de la pierre calcaire de Paris, on a de la chance d'une pierre qui est plutôt connue, etc. Mais il y a une épaisseur de mortier, il y a une géométrie qui est plutôt variable sur l'épaisseur des pierres au niveau du mur, suivant où on se place, etc. Plus ou moins 15%, ça reste raisonnable. Et donc là, on est sur un impact de 9% sur la consommation, donc presque 10%. Donc ça veut dire que, voilà, si je fais la somme maintenant de toutes mes erreurs et que je fais un tirage statistique, je peux tracer les courbes annuelles sur l'intervalle de confiance à 95%. Donc on a nos mesures qui sont en bleu. Donc la courbe pleine, c'est ce qu'on a mesuré. Autour, en pointillé, on a plus ou moins l'erreur des capteurs et l'erreur du procédé de mesure. Et puis en rouge... En rouge, on a le calcul, ma simulation avec mes incertitudes. Donc on voit que dans ce cas-là, par exemple, ça ne coïncide pas vraiment, puisqu'on a nos plages qui ne se recoupent pas tout le temps. Et puis on voit que sur chaque semaine de l'année qu'on retrouve sur mon axe horizontal, on a des différences. Alors on voit que par exemple la mesure est globalement en dessous de la simulation, mais si on additionne les erreurs sur chaque semaine, on s'aperçoit que sur l'année complète, on a à peu près 40% d'erreurs. Plus ou moins les incertitudes. Donc voilà, tout ça pour dire que la simulation thermique dynamique du bâti ancien, c'est faisable, mais il faut quand même garder en tête la liste d'erreurs qu'on fait à l'entrée et que c'est quand même un exercice un peu périlleux. Donc, ça permet de mettre aussi en évidence, enseignement on va dire annexe, que voilà, dans le cas d'un immeuble de ce type-là, on a quand même 10% de variabilité sur mon enveloppe extérieure, opaque, qui influe directement sur la consommation. Une erreur de plus ou moins 10%, lorsqu'on fait bouger de 15% la valeur du U, c'est important. C'est-à-dire 15%, c'est quoi? C'est par exemple un enduit intérieur présent ou non présent. Ça veut dire des joints qui seraient devenus poreux, etc. On y évite finalement et on peut avoir une influence sur la consommation. Donc
Donc ça, c'est une étape. Si je continue mon petit historique, on va dire des points qui sont observés dans les projets de recherche appliqués sur le bâti ancien, on arrive à la question de l'humidité, qui s'est posée assez rapidement. On s'est rendu compte, on va dire dans une première étape, que le coefficient lambda des matériaux était parfois dépendant de l'humidité. On est rentré par là. Puis on s'est rendu compte finalement il y a beaucoup de choses qui étaient dépendantes de l'humidité et que les solutions de réhabilitation qu'on allait mettre en place devaient forcément s'intéresser à la question de l'humidité. Une petite comparaison entre bâti ancien et bâti moderne, on voit de manière un peu caricaturale, on voit sur les schémas la différence entre un bâti non isolé avec des matériaux régionalisés anciens qui sont souvent perméables à la vapeur d'eau, qui ont des propriétés qui peuvent être capillaires ou qui peuvent être hygroscopiques, où on a un effet d'eau dans le sol qui est évacué, alors soit en direction d'une cave ventilée, soit directement vers le sol qui n'est pas imperméabilisé par un bitume, etc. On a une humidité intérieure du bâtiment qui peut s'échapper à travers les matériaux directement ou via les cheminées et les ouvertures des fenêtres. Et un bâti qui, lui, est plus moderne, qui est étanche, et là, du coup, le moyen d'évacuer l'humidité intérieure, c'est uniquement la ventilation et puis l'aération manuelle. Et cette fois-ci, l'eau qui est contenue dans le sol, caricaturalement parlant, elle n'a pas d'autre moyen que de remonter par les murs s'ils sont capillaires ou de s'échapper par là où elle peut. Donc on a vraiment des fonctionnements différents, un fonctionnement fermé et un fonctionnement ouvert. On y reviendra. Enfin, l'idée derrière tout ça, quand on a suffisamment avancé sur cette question, c'est d'avancer vers des solutions techniques de référence. Alors c'est un bien grand mot qui peut faire peur. Il ne s'agit pas d'imposer des solutions toutes faites. Loin de là. Donc j'ai ici l'illustration d'une fiche habitant en Alsace, où l'idée c'est, dans un cadre donné mais extrêmement bien défini, une typologie, un périmètre, proposer des solutions qui, pour X raisons, seraient compatibles dans ce périmètre-là. Donc typique compatible en termes d'humidité, compatible en termes d'usage des locaux, etc. Donc avec des calculs de besoins de consommation, l'idée du respect du patrimoine qu'on peut intégrer. L'exemple Habitat Ancien Alsace fonctionne bien à ce niveau-là puisque des architectes du patrimoine ont participé directement à l'étude. Et j'insiste pas plus puisqu'on va y revenir, mais ce sont des choses qu'on essaye de développer et qui, sous différentes formes, alors ici il s'agit de fiches conseils en direction de particuliers ou d'artisans, mais qu'on peut développer à l'échelle d'un territoire, donc plus ou moins vaste. Et je pense que les collectivités locales sont assez preneuses de ce genre de choses. On a d'autres, au sein du CEREMA, on a d'autres sujets du même type, la réhabilitation énergétique des copropriétés normandes, par exemple, qui ont fait l'objet d'un certain nombre de solutions qui ont été bien détaillées, entre copropriétés de la reconstruction. On a également une étude en cours sur la conservation des phares et balises, notamment ceux qui ne sont pas classés et qui appartiennent à l'État. Alors, voilà un peu pour l'historique. Donc aujourd'hui, on se situe où? On se situe dans l'avancée des travaux sur l'humidité, qui nous occupe encore pas mal. Et c'est cet aspect un petit peu solution technique de référence qui est d'essayer de dire, on a mis au jour un certain nombre de problématiques qu'il est impératif de prendre en compte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'il est possible de proposer pour aller dans la bonne direction? Et je crois qu'il y a pas mal finalement d'interventions aujourd'hui qui sont sur le sujet. Alors, les spécificités thermiques des bâtiments anciens, on va essayer dans le temps imparti de balayer quelques points, parce qu'il y aura beaucoup à dire. Alors, première chose, les consommations réelles. On entend beaucoup de choses à ce niveau-là. Voilà, on a ici un morceau du panel représentatif du projet Battant, et on voit que finalement, si on parle étiquette DPE, on est entre C et D. Donc, consommation kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, on se situe entre 100 et 200. Qu'est-ce que ça veut dire? La moyenne française des logements, c'est 230 et quelques. On est légèrement en dessous, sur ce panel-là, et on a des sources d'énergie plutôt variables. Donc, du coup, par rapport à du bâti type pré-RT 2000, le bâti ancien n'a pas à rougir. Après, si on regarde un panel un peu plus large, on voit ici une étude qui est en cours, qui est diligentée par le ministère, sur un panel beaucoup plus important, si on regarde ce qui se passe en énergie primaire. Alors vous savez que sur le bâti d'avant 48, bâti ancien, on ne fait pas de calcul DPE avec le moteur officiel. On regarde que les factures. On regarde 3 factures. C'est ce qui est demandé par la législation. Bon, on a quand même fait l'exercice de faire le calcul. Et ce qui se passe, c'est que, et on voit bien pourquoi on demande les factures, en général, les factures sont toujours plus basses que le calcul statique
qui a été créé pour le 9, donc c'est pas étonnant. Mais entre 48 et 75 et post-75, on a en gros, au niveau des factures, on a 265 kWh mètre carré énergie primaire pour le bâti ancien, sur 529 bâtiments, donc un parc un peu important, par rapport aux 242 qu'on obtient entre 48 et 75. Et puis avec le calcul statique simplifié, on avait 328 contre 339. Bon. Maintenant, si on regarde en énergie finale. En énergie finale, au niveau des factures, alors le panel est un peu moins grand parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas calculables, suivant les types de chauffage. On passe à 183 contre 222. Donc ça veut dire que finalement, on a notre bâti ancien, d'avant 48, qui utilise pas mal d'électricité pour se chauffer. Et ça le pénalise, on va dire, en énergie primaire. Mais si on regarde l'énergie finale qui correspond aux besoins, finalement, des individus et à leurs factures, on est légèrement en dessous du bâti 48-75. Donc voilà, sur la répartition sommaire, sur l'utilisation de l'énergie électrique, sur le panel qui a été considéré, on voit qu'avant 48, on a 22% de chauffage ECS électrique. Alors qu'entre 48 et 74, on avait 14%. Alors ECS pour eau chaude sanitaire. Et puis après 74, on retrouve une part d'électrique un peu plus importante. Là, on lit la politique énergétique qu'on a connue derrière tout ça. Ça a une conséquence, c'est que si on envisage une rénovation, une réhabilitation thermique, le système de chauffage, il est au cœur. Est-ce qu'il a un rendement suffisant? Est-ce qu'on l'améliore? On va dire que c'est quelque chose qui est envisageable, d'autant plus facilement qu'on n'impacte pas forcément l'esthétique du bâtiment. Donc, du coup, un mauvais système peut, à lui tout seul, générer des économies assez importantes lorsqu'il est remplacé. Par exemple, sur des chaudières fuel qui ont 20 ou 25 ans, on peut très facilement atteindre des rendements de 60-70%. Alors qu'aujourd'hui, une chaudière, même fuel ou gaz neuve, on peut avoir des rendements de 95 voire 100% avec une condensation qui est bien réglée. Donc du coup, sur une facture de chauffage de 200 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, 30% d'économisé, 40% économisé, c'est pas neutre, et on atteint des temps de retour sur investissement de 5-6 ans. Et c'est quelque chose qui est parfois beaucoup plus intéressant que le renouvellement de menuiserie, par exemple, ou ce genre de choses. Et qu'on ne va pas forcément mettre en avant. Alors, si je continue mon raisonnement sur la thermique du bâti ancien, avant travaux, on s'est positionné... Il ne marche pas? Test le micro. C'est le bâtiment, c'est tout le bâtiment. D'accord. Pardon. Bon, je vais passer là-dessus puisque c'est des choses. Voilà, je suis moins précis à mon avis que les autres intervenants sur le sujet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de bâti ancien, et ça introduit ce que je vais développer après, donc l'aspect ventilation par exemple. On a une ventilation naturelle traversante de base, alors que le penchant plus moderne a une ventilation mécanique, et ça crée un certain nombre de différences du point de vue physique, du point de vue des phénomènes. Pourquoi notamment je vais citer un exemple, l'exemple de la cheminée. Si on a une cheminée à foyer ouvert qui fonctionne encore, je rebondis là-dessus parce que j'ai lu un article dans la revue Maison Paysanne de France sur le sujet qui m'a un peu interpellé, où il était dit il est dommage de ne pas conserver des cheminées à foyer ouvert. Bon, du point de vue thermicien, c'est horrible une cheminée à foyer ouvert parce que quand ça fonctionne, ça fait un débit entre 400 et 800 mètres cubes heure. Donc ça veut dire qu'on chauffe une pièce à 10% d'efficacité à peu près, mais ça veut dire qu'on fait rentrer 400 à 800 mètres cubes d'air froid dans les autres pièces, par les différentes infiltrations et les ouvertures. Parce qu'il faut bien compenser tout ce qui sort par la cheminée. Il faut que le bâtiment reste un équilibre en pression. Alors qu'un insert, on va dire, c'est un rendement plutôt de 40% en moyenne, et du coup, en termes d'appel d'air, on va plutôt être aux alentours de 50-100 mètres cubes heure. Donc bon, thermiquement parlant, je ne parle pas de l'aspect esthétique ou quoi, ça n'a quand même rien à voir. Donc cette ventilation naturelle traversante, elle est importante parce que d'abord, elle est fortement dépendante du vent. Alors chance, le bâti ancien est souvent orienté intelligemment par rapport au vent. Donc on a une forte inertie, etc. On a résistance thermique des parois qui peut être moyenne ou mauvaise. Alors je dis pas bonne puisqu'on se situe dans mon référentiel d'ingénieur, il me dit que même quand on a 50 cm de pierre dure, on a une résistance thermique qui n'est pas médiocre. Mais on peut pas, on rivalise quand même pas avec une paroi isolée.
Et puis, en termes d'inconfort d'hiver, je ferai un zoom là-dessus, on peut avoir, dans certains cas, ce qu'on appelle l'effet de paroi froide, qu'on a tous sans doute déjà connu, où on a une surface de paroi qui est autour de 10-12 degrés, peut-être moins, peut-être un petit peu plus, et qui, finalement, nous génère un sentiment de fraîcheur, quand bien même l'air de la pièce serait à température raisonnable. Alors, voilà, le fonctionnement bioclimatique à l'extérieur, dans la plupart des cas, où on se protège des vents dominants, sont des choses que, on va dire, toute bonne rénovation, réhabilitation devrait essayer de prendre en compte. Et c'est particulièrement frappant quand on se promène dans les Vosges et qu'on passe dans les villages où on voit tous les bâtis d'avant années 60 qui ont une façade complètement opaque et toutes les maisons neuves qui ont des grandes terrasses et des balcons sur le même côté. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une information qui s'est perdue et c'est quelque chose qu'il faudra... Je pense que ça fait partie du jeu. On parle maintenant d'environnement, on parle plus de thermique. Dire. La partie réglementation thermique, la thermique pure, je pense que ça a vécu pour le bâtiment. Maintenant, tout, même dans le discours politique, même dans la loi de transition énergétique, si on regarde comment les choses sont exprimées, on parle de future réglementation environnementale et d'environnement, et ça en fait partie intégralement, je pense. Donc on est sur l'aspect, voilà, l'organisation intérieure du bâti ancien fait un rôle à jouer du point de vue thermique, parce que les espaces tampons, souvent côté froid, finalement améliorent artificiellement la résistance thermique des parois, côté enveloppe chauffée, puisqu'on ne donne pas directement sur l'extérieur, mais sur un espace avec une température intermédiaire. C'est aussi vrai pour le grenier, qui fait un petit peu tampon lorsqu'il n'est pas utilisé et ce qui est bien ventilé en été, pour ne pas que la toiture non isolée génère 50 degrés sous le plancher haut. Et enfin, les produits utilisés étaient souvent régionalisés, et chose qui, dans le cadre d'une future réglementation environnementale, sera sans doute pris en compte, puisqu'on parle aujourd'hui de calcul d'énergie grise, on parle d'analyse du cycle de vie. Donc il y aura les paramètres transport, on peut le souhaiter. Je ne sais pas exactement quelle sera l'allure du prochain texte, mais il y aura sans doute des paramètres inhérents aux matériaux qui seront intégrés. Et donc ça peut être un plus pour défendre du bâti local. Donc l'équilibre hygrothermique, j'insiste dessus parce que c'est vraiment important. Tout à l'heure a été citée l'étude Hygrobat. C'est une étude qui a été faite chez nous à Strasbourg qui s'intéresse du coup post-travaux à qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vient rapporter un isolant sur une paroi ancienne en termes de transfert hygrothermique. Bon, il y a différents cas qui ont été simulés. C'est de la simulation thermique de transfert d'humidité. C'est quelque chose qui est relativement récent et qui se développe beaucoup. Un certain nombre de bureaux d'études se mettent à réaliser ce genre de prestations. On va dire on était avec le CSTB il y a quelques années les premiers à avoir des licences en France et aujourd'hui elles se sont développées quand même pas mal. C'est les Allemands qui ont imaginé ce genre de calcul. On a l'aspect perméance contre l'aspect isolation. Alors l'aspect isolation avec des matériaux dits traditionnels, par exemple polyuréthane, polystyrène, etc., où on vient fermer complètement la paroi au transfert de vapeur d'eau. Donc la question a été bien posée par Thibault Laurenti tout à l'heure, où est-ce qu'on met la barrière? Est-ce qu'on met une barrière? Comment? Ce sont tout un tas de questions qui se posent à rénovation, notamment lorsqu'on avait une paroi complètement perméable avant travaux, par exemple un mur en pisé, etc., ou alors des murs en briques anciennes avec du mortier essentiellement à base de chaux. Puisque sur l'échelle de perméabilité, on a la chaux aérienne qui est le plus perméable, la chaux hydraulique qui l'est un peu moins, et puis le ciment qui l'est pas du tout. Donc tout ce qui est mortier bâtard avec beaucoup de ciment, etc., en enduit, qu'on voit des fois, on va dire en rénovation des années 70 ou 80, on était sur une barrière. Et vous avez tous déjà croisé, dans tous les centres-villes en pleine mur, des plaques de ciment qui se détachent de bâtiments anciens. C'est tout simplement l'eau qui pousse derrière, puisque ces matériaux font barrage. Alors qu'avec un enduit à la chaux traditionnel, on n'aurait pas ce problème. Sur cet équilibre hygrothermique, donc même avant travaux, donc on a ici un schéma qui représente les différents phénomènes. Donc on a de l'eau qui peut remonter du sol, ça arrive, mais y compris ça peut arriver partout. Par exemple en Alsace, nous on a la nappe du Rhin qui est souvent proche des bâtiments. À Colmar, elle est à 2 mètres dessous, et donc même dans les bâtiments bien conçus, on a des remontées capillaires parce que les drains font pas tout. Mais à partir du moment où on avait une cave non bétonnée, un sol en terre battue, ventilé, etc., de l'herbe autour de la maison, on avait quand même une évacuation naturelle de l'eau. Et malheureusement, l'aspect bitume et l'aspect dalle en béton dans les caves font souvent que cette eau va remonter plus haut qu'elle ne l'était, et jusqu'au niveau habité. Et donc dans ces cas-là,
dire, la situation n'est toujours pas problématique si le vent et le soleil peuvent en effet combiner sécher ma paroi. Par contre, si on vient appliquer un enduit ciment sur ma façade, ou alors qu'on vient isoler complètement par l'intérieur la façade, on va être en paroi froide, on peut avoir des phénomènes de gel sur des températures qui peuvent être négatives sur la première couche de ma paroi, et l'eau qui est présente va faire éclater un petit morceau de brique, un petit morceau de mortier, etc. Donc le phénomène de l'eau, c'est pas un problème jusqu'à ce que, en général, une intervention vienne casser l'équilibre qui parfois est en place depuis 50 ans, 100 ans. Et c'est vraiment une problématique à prendre en compte avant toute intervention, ajout de matériaux nouveaux, etc. sur le bâtiment, et y compris aux abords du bâtiment. Puisqu'on a vu que créer des places de parking autour de sa maison ou créer un dallage étanche pouvait directement influencer sur la remontée d'eau dans les parois. Donc on a l'exemple sur ma figure, j'aurais dû la passer avant. Un simple film polyane et carrelage en intérieur peut faire remonter l'eau à l'intérieur de la paroi. Et ensuite, le moindre pont thermique, on l'a sur ma figure ici, peut créer un passage d'air. Si je suis à 20 degrés dans mon bâtiment, 50% d'humidité relative. J'ai une quantité d'eau. Maintenant, cet air humide, il va passer par le petit passage aux alentours de mon plancher, autour de la poutre, et il va venir avancer dans le matériau, et puis au niveau du nez de poutre, il va rencontrer une paroi froide. Il va rencontrer que ce soit de la brique ou autre, proche de l'extérieur, et donc s'il fait froid dehors, on a ici, et donc cette zone, cette chute de température va générer une condensation, puisque l'humidité relative, elle, va augmenter fortement avec la diminution en température. Et donc cette condensation à cet endroit-là, typiquement, on va avoir de l'eau qui va, sous forme de fines gouttelettes, qui va s'accumuler. Ensuite, deux solutions. Soit je suis en présence d'un matériau dit hygroscopique, donc qui a capacité à absorber l'eau. C'est-à-dire, finalement, l'eau va partir dans le matériau, va être répartie, puis on peut l'espérer, elle va sécher à au premier rayon de soleil venu. Maintenant, si j'ai un matériau qui est fermé, comme certaines pierres à haute densité, on va l'eau qui va rester, puis c'est le bois qui va l'absorber. Et puis en quantité faible, c'est pas un problème. En grande quantité, on peut avoir du pourrissement. Donc on a un certain nombre de questionnements qui peuvent avoir des conséquences sur l'humidité. Donc un petit retour sur ces termes que j'utilise depuis tout à l'heure. Résistance à la vapeur d'eau, ça s'exprime en mu ou en SD. Ça caractérise la quantité de vapeur qui traverse le mur. L'hygroscopicité, cette fois-ci, c'est la capacité du matériau à stocker ou à déstocker l'humidité. C'est-à-dire que dans une ambiance donnée, par exemple, j'ai une salle de bain à 80% d'humidité relative, je mets ma brique, combien d'eau elle va récupérer, comment elle va se charger. Si je la pèse avant, je la pèse après, quelle est la différence de masse? Ça me donne l'eau qui a été absorbée par cette brique, et plus c'est important, plus mon matériau est hygroscopique. Donc on a sur mes petits exemples en bas, de la ouate de cellulose, c'est à base de papier, c'est très capillaire, c'est hygroscopique et c'est perméable à la vapeur d'eau. Donc ça laisse tout passer. Et ça pompe un maximum d'eau. Une brique ancienne, c'est très capillaire, c'est hygroscopique et c'est moyennement perméable à la vapeur. Une brique moderne, qui a été cuite en général un peu plus chaud, c'est encore capillaire, un petit peu moins, c'est un peu moins hygroscopique et c'est toujours moyennement perméable à la vapeur. Donc on a quand même une petite différence entre les matériaux, même matériaux des époques différentes. Le bois, lui, il n'est pas capillaire, mais par contre, il aime bien l'eau. Et puis, voilà, exemple extrême, l'acier, lui, il n'y a rien du tout. Il est imperméable à la vapeur, non hygroscopique et non capillaire. Mais à la place de l'enclume, on aurait pu mettre du polyuréthane, c'était pareil. Il n'aime pas l'eau. Il n'aime pas l'eau, l'acier. L'acier, il n'aime pas trop l'eau, non. L'acier, ça va encore à main. Donc, on retrouve un petit zoom sur ma poutre. Alors, on a le schéma que j'illustrais tout à l'heure. Donc la question ici, c'est, maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs solutions. Une solution que j'ai vue dans une publication nationale danoise, par exemple, c'est de dire, l'isolant qui est autour de la poutre, on l'arrête 10 cm au-dessus, 10 cm avant. C'est-à-dire qu'on crée une faiblesse dans notre isolation, mais on l'assume, et au moins on est sûr qu'il n'y a pas d'isolant autour de notre poutre. Bon, c'est une solution. Ensuite, il y a une solution qui existe à l'état naturel, j'ai envie de dire, en ville, on le voit par exemple à Paris pas mal, c'est une petite grille d'isolation qu'on retrouve de ce côté, ça existe dans certains bâtis, il faut absolument la préserver du coup. D'autres possibilités, c'est d'utiliser comme isolant un isolant hygroscopique qui va lui-même pomper
l'humidité relative avant même qu'elle le traverse et qu'elle atteigne le matériau derrière. Mais la situation, on va dire, problématique, c'est si on a une laine de verre, toute simple, ici, positionnée, là, du coup, l'humidité, elle traverse et ensuite, elle vient condenser directement sur la paroi froide. Donc voilà le genre de souci qu'on a en isolant potentiellement un bâti ancien. Une autre solution, mais j'ai cru comprendre dans la salle, il y a des gens qui n'étaient pas du tout pour, c'est d'utiliser une VMC qui fonctionne bien et donc qui nous placerait en dépression côté intérieur. Et du coup, notre flux d'air humide, il n'aurait plus du tout envie de rentrer dans la paroi puisqu'il est en dépression. Bon, c'est une solution qui, quand elle est bien mise en place, fonctionne. Le problème des VMC, c'est que on sait que potentiellement, c'est pas toujours bien équilibré. Donc il y a une attention à avoir vis-à-vis du bon fonctionnement du système, absolument. Ce qui m'amène à la question de l'air dans le bâti ancien. J'ai commencé à parler un petit peu de ventilation, mais on va creuser cette question de la perméabilité. On a vu dans le diagramme très juste de l'interlocuteur précédent qu'on peut avoir jusqu'à 30% de renouvellement d'air, de perte par renouvellement d'air dans ces bâtis. C'est tout à fait vrai, et c'est assez courant. Mais qu'est-ce qu'on observe? Alors là, ce que je vais présenter là, c'est pas des bâtiments inscrits ou bâtiments historiques, c'est plutôt du bâti ancien plus courant, pas forcément bien entretenu. Les coffres de volets roulants, alors ils ne sont pas d'origine, mais on en trouve beaucoup des rapportés. Alors en général, c'est des nids à perméabilité à l'air. On a des trappes d'accès. On voit nos tests, là ici, un test de fumée qu'on utilise pour repérer ces fuites. Les liaisons paroi ouvrant, paroi dormant. On a un exemple ici. Alors que ce soit sous les boiseries, on voit que notre fumée s'en va. Donc ça veut dire que derrière, on a une liaison plancher mur opaque qui est pas continue, donc on a de l'air qui s'infiltre par ici. Après, au niveau de la fenêtre, on voit ici la fumée qu'on crache à l'intérieur, on voit comment elle se retrouve à l'extérieur. Donc on voit ici une perméabilité à l'air énorme au niveau de cette menuiserie non entretenue. Voilà, même chose ici sur un simple vitrage bois qui est sans doute mal vieilli. Et puis la maison à colombage, on a craché de la fumée à l'intérieur et on la voit depuis la rue. Les fenêtres sont fermées, je précise. Donc tout ça nous amène à chiffrer un petit peu cette perméabilité à l'air. On la voit ici. Alors, ce sont des données brutes de l'étude Habitat ancien en Alsace. Par exemple, sur Strasbourg, sur cet immeuble, on a représenté ici, en rouge, le trou que représentent toutes les petites fuites cumulées qu'on a mesurées. Donc c'est ce qu'on appelle un indice Q4 de 3,71. Donc c'est l'indice de fuite sous 4 Pascal. Et puis en N50, qui est plutôt utilisé par nos amis allemands, donc c'est le débit de fuite sous 50 Pascal, on est à 12,23 volume-heure. Donc vous voyez un petit peu, c'est comme si on avait en permanence un trou, voilà, de quelques dizaines de centimètres de large par 15 cm de haut sur notre façade en permanence. Donc sur cette maison à la Petite Pierre dans les Vosges, on a fait les mêmes exercices. Là, je vais vous en présenter plusieurs les uns à la suite des autres. On a ici une perméabilité à l'air de 12 qui est énorme. C'est-à-dire qu'on a une maison qui est très très sensible aux déperditions par perméabilité à l'air. On voit d'ailleurs sur les photos qu'une des parois n'est pas enduite. Ça joue énormément. Les enduits, en général, quand ils sont non fissurés, ont aussi pour rôle de colmater un petit peu les différents passages au niveau du bâtiment. À Betschdorf, toujours en Alsace, sur une maison de maître, on a là, comme s'il manquait un carreau. Voilà, on a sur cette façade l'équivalent de 8. Bischwiller, pareil. Alors cette fois-ci, on a un indice un peu plus faible. La maison est plus importante, un Q4 de 4. Sur du neuf, pour l'ordre de grandeur, on est à 0,6, c'est ce qui est demandé par la RT 2012, et on est à 1 pour le logement collectif. Donc vous voyez qu'à 4, bon, c'est moins bon, mais c'est pas extrême par rapport à d'autres valeurs. Cette maison-là, à Roufac, une ferme du XVIIe siècle, on est à 5,66, c'est déjà beaucoup plus important. On voit que le N50, qui est quand même physiquement plus représentatif, est à 25. Donc ça veut dire que si on a une différence de 50 pascal entre l'intérieur et l'extérieur, on perd 25 fois le volume d'air de la maison par heure. Donc c'est vraiment des chiffres très importants. Et on voit la surface équivalente sur la façade. C'est comme s'il nous manquait un tiers de fenêtre. Donc en résumé, sur cette étude Habitat ancien en Alsace, on voit à peu près les chiffres que l'on obtient. Donc à mettre en regard du 1 à peu près qu'on a sur du bâti récent.
Et puis, alors, 2 autres projets sur Humibatech, ce projet qui s'intéresse spécifiquement à l'humidité qui est en cours. On avait 5,99 avant travaux sur une maison à Colmar 1930, et on a eu 0,95 après travaux avec une isolation assez forte. On a des différences flagrantes avec ce qu'on obtenait dans le projet Battant. Dans le projet Battant, on avait un Q4 qui était de 2,5 en moyenne. Donc moins que les 3, 4, 5 qu'on observe ici. Alors on a une petite explication à ça, pourtant le panel représentait des maisons du même type. C'est que Battant, on n'a que des adhérents à Maisons Paysannes de France, on a des bâtiments qui étaient globalement d'un entretien assez soigné. Les menuiseries, elles étaient belles. Je veux dire, enfin, je ne suis pas loin d'être spécialiste, mais dire le bois était en contact, elles avaient été retravaillées, j'imagine. On avait donc moins de pertes au niveau des liaisons ouvrant-dormant. Les portes avaient été bien proportionnées, etc. Les enduits étaient entretenus, etc. Donc, ce qui veut dire, de là à dire qu'un bâtiment ancien bien entretenu, c'est déjà un pas important vers la sobriété énergétique, sans parler d'apporter des nouveaux matériaux. Donc, pour moi, surtout ce qu'il ne faut pas, c'est l'immobilisme. Ce qui est important, c'est la sobriété énergétique. On peut faire des pas dans sa direction, même sans atteindre des bouquets de travaux extrêmement importants. Mais il faut absolument avancer. Un autre retour d'expérience de Battant, on voit ici, sur cette maison, qui faisait partie du panel, on a fait une corrélation entre les besoins de chauffage hebdomadaire et les déperditions par défaut d'étanchéité de l'air du bâtiment. On obtient une corrélation assez bonne. Donc on avait sur cette maison donc, un besoin en chauffage qui était directement proportionnel au vent. Ça veut dire que on chauffe... on avait la moitié de notre chauffage qui partait directement à l'extérieur. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut quand même intervenir sans dénaturer un bâti, à mon sens, et je pense qu'il y a des solutions qui existent. Et c'est pas parce qu'on a une menuiserie simple vitrage bois qu'on ne peut rien faire. Il y a menuiserie simple vitrage bois et menuiserie simple vitrage bois en bon état. Pour moi, c'est déjà la première étape. Et ce qu'il faut dire aussi, je ne parle pas du panel Maisons Paysannes de France, mais par exemple, c'est plus vrai dans l'habitat ancien Alsace déjà ou dans d'autres, on a parfois, et de plus en plus souvent malheureusement, de la précarité énergétique dans ces logements. On a peu de moyens derrière. Donc l'état global du bâti se dégrade. Et du coup, si on ne veut pas un jour arriver et voir le double vitrage PVC qui a été déployé avec un crédit d'impôt derrière, comme un monsieur le soulevait il n'y a pas longtemps, il faut intervenir rapidement, puisqu'on a quand même une vraie question de confort derrière. C'est-à-dire quand on a un tiers de perte par renouvellement d'air, quand on a un trou de 20 cm par 30 cm en équivalent dans sa maison, et qu'on a déjà du mal à se chauffer, je pense que la question de mettre du PVC vient plus facilement. Et donc on a là sur un problème qui est une problématique qui est de l'humain derrière. Et donc l'entretien, c'est la première étape. Et plus les choses vont se dégrader, plus le comportement thermique du bâtiment ancien va se dégrader. Et ça, c'est un processus qu'il faut absolument rayer. Ne serait-ce que pour la bonne préservation du bâti lui-même, parce qu'on a toutes les questions d'humidité derrière qui se développent. Alors, je viens d'évoquer la question de confort. Pour aller un peu plus loin, ce qu'on trouve souvent dans le bâti ancien niveau confort, c'est la problématique de la paroi froide. La paroi froide, on l'a souvent sur les pignons qui sont moins épais, ou sur les parties sur cour, par exemple sur Paris, dans des immeubles type haussmannien ou autre, où on a des parois un peu plus fines, ou avec des matériaux qui sont moins performants thermiquement. Donc on voit sur cette petite illustration deux différences de comportement de parois en statique, c'est-à-dire avec des conditions stables, entre un extérieur à 0 degré et un intérieur à 20 degrés, chauffé. Et donc, ma pierre de 50 cm avec un enduit de 2 cm, elle me donne une température de surface de 16 degrés. Il y a un léger... Voilà, si on part du principe qu'on a un occupant dans cette pièce, il va ressentir un léger effet de paroi froide, mais ce n'est pas encore dramatique. Par contre, si on n'avait pas l'enduit, si on avait la pierre à nu, on serait qu'à 14,3 degrés. Et là, ça commence à devenir très physiologiquement sensible. De même, sur l'autre paroi avec un mur plus fin, on n'est qu'à 10 degrés, au-delà de notre moellon de 22 cm. Et là, cette fois-ci, l'enduit épais prend tout son sens pour porter cette température jusqu'à 16 degrés. Parce que sinon, là, l'effet de paroi froide, il est garanti. Et qui dit effet de paroi froide dit que les gens vont augmenter le thermostat jusqu'à 23 à 24 degrés, voire plus, pour compenser.
Et donc finalement, c'est une consommation qui explose. Et cette consommation, elle n'est pas directement liée au bâti lui-même, elle est plutôt liée justement à un aspect physiologique de confort, qui est que la température que l'on ressent, c'est la moyenne entre la température rayonnée des pièces qui nous entourent, des parois qui nous entourent, et la température de l'air. Donc si j'interviens uniquement sur la température de l'air, j'ai fait que la moitié du chemin. Donc finalement, une surconsommation d'énergie, ça peut être lié tout ça, à ce type d'effet. Donc, on a le petit schéma, voilà, hein, ici. Et donc, sur ce projet battant, sur notre panel là, de 14 logements, on en a eu 3 où particulièrement on ressentait cet effet paroi froide, c'est-à-dire une différence de 5 degrés au moins entre l'air intérieur, qui est à une vingtaine de degrés, et la température de surface d'un mur. Alors, ces 3 bâtiments parisiens, ces 3 immeubles, on avait un immeuble HBM et deux postes haussmanniens, dont celui que je vous ai montré en photo, qui était lui le numéro 5-2. C'est celui du milieu à 78%. Après, on avait aussi en 11 une maison, on avait 46%, une maison en moellon. Et puis le 13, c'était également une maison. Donc on a typiquement voilà, certains bâtis anciens qui sont très soumis à cette problématique et d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc là, il en va on va dire, du diagnostic et du professionnel qui doit repérer ce genre de phénomène et apporter des améliorations pour éviter justement des surconsommations, des travaux induits beaucoup plus importants, peut-être surdimensionnés, alors finalement, il pourrait simplement corriger un phénomène en place. Un petit zoom sur les ponts thermiques, parce que on se sent un peu obligé d'en parler quand on parle de bâtis anciens. On voit sur les 2 thermogrammes tout de suite la différence entre un bâti en voile et en plancher béton, et puis un bâti ancien sur rue, en pierre de taille. Il y en a un où les ponts thermiques sont flagrants, et puis c'est un bâtiment de l'État, c'est un bâtiment DDT. Et puis l'autre, dans Paris, un immeuble fin 19e, on n'en voit pas de pont thermique. Alors la raison, elle est simple, c'est le schéma qui est en dessous, c'est que les planchers finalement sont fixés ponctuellement sur le mur, on n'a pas de rentrée de dalle dans la paroi directement. Et donc on ne génère pas de pont thermique localement. Donc la difficulté ici, c'est si on vient appliquer un enduit épais ou une isolation par l'intérieur, si elle s'avère nécessaire, c'est qu'on va le créer le pont thermique. Et créer ce pont thermique ici, ça veut dire qu'on va réduire un petit peu l'efficacité de notre solution qu'on a mis en place. Bon, elle sera toujours efficace, mais moins. Et puis, on faudra faire attention à ne pas créer la problématique des abouts de poutre que j'ai décrite précédemment. Donc, voilà, un regard à avoir. Alors, la solution lourde, et puis je ne pense pas que beaucoup d'architectes des patrimoines y soient très favorables, mais ça a été mis en place dans certains quartiers, je pense à Mulhouse, c'est de tout scier, de mettre une poutre dans ce sens, fixée au mur, et de poser les poutres dessus. Alors ça s'est fait à Mulhouse, dans le quartier Franklin, par exemple, et moi j'ai bientôt terminé. Et voilà, c'est des solutions drastiques qui permettent d'éviter le phénomène. L'inertie, je ne veux pas en parler parce que c'est quelque chose qui est très connu. On a dans le bâti ancien parfois des cas d'inertie extrêmement lourdes. On voit ici en Provence un bâtiment où la température intérieure ne dépasse jamais 25 degrés, ce qu'on a mesuré, malgré une température extérieure au-delà de 31 degrés. Et puis, je voulais terminer sur un petit exemple issu d'habitants d'Alsace, un petit peu commenté, où on a une maison justement qui est du patrimoine ancien, mais qui n'est absolument pas protégée et, à mon sens, mais vous me contredirez peut-être, qui n'est pas spécialement remarquable. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Voilà, la question c'est plutôt, on a ce cas-là, en plus on a un peu de précarité énergétique dedans, comment est-ce qu'on traite la question ? Donc on a 200 mètres carrés sur 2 niveaux occupés et une ferme 1900. Bon, on a l'environnement et l'orientation qui est en cœur de village. Et puis on a des façades qui donnent sur l'extérieur. On voit qu'il y a un enduit ciment un peu malheureux qui avait été mis en place quelques années auparavant. Voilà, on voit qu'on a un sous-sol qui n'est pas habité, et puis on a des combles qui ne sont pas du tout rénovés, qu'on retrouve souvent en Alsace, à de grandes hauteurs. Plancher, cave en terre battue, etc. Tous les planchers bois, des murs extérieurs en moellon de grès, avec un enduit ciment 1980, et puis une toiture. Bon, dans cette maison, on a des simples vitrages bois, et puis on a des volets en bois, on a dans la cave, les fenêtres qui ont été colmatées avec la mousse polyuréthane, donc on n'a plus tellement de circulation d'air, et puis on a une porte en bois plein. Bon, il y a des pathologies,
Il y a d'éclatement de l'enduit extérieur au niveau du soubassement, il y a du salpêtre et de la condensation sur les vitrages, traces de moisissure sur les murs. Et puis, la perméabilité à l'air est très mauvaise. On a un indice I4, c'est comme le Q4 de 5,66, donc très important, et avec beaucoup de fuites au niveau des menuiseries. Et on voit, on retrouve ma photo de tout à l'heure qui correspond à ce bâtiment. Et on voit là sur la thermographie infrarouge qu'on a énormément de pertes au niveau du tableau, au niveau de la tablette, au niveau du dormant. Par contre, on n'a pas de pont thermique. Et puis, on a des ouvertures qui ne sont pas forcément d'origine et qui présentent des grands ponts thermiques à certains endroits. Des équipements anciens et mal positionnés. J'en profite pour dire une première solution déjà, c'est que ce ballon d'eau chaude qui n'est pas isolé, la tuyauterie n'est pas isolée, qui est en sous-sol non chauffé, première aberration thermique. Donc, première chose qui coûte pas cher du point de vue patrimonial, c'est d'isoler les tuyaux. Et si on ne peut pas le mettre en volume chauffé parce qu'on ne le souhaite pas pour des raisons de place, et puis avoir un ballon un peu plus isolé que ça. Déjà que le principe d'avoir un ballon AECS électrique, c'est pas très rentable en termes de rendement, mais bon, passons là-dessus. Ensuite, on avait un poêle à bûche ancien avec entrée d'air, prise d'air sur l'intérieur. C'est pareil, en termes de rendement, c'est pas idéal. Et puis, donc on peut traiter les équipements. Première chose, et on va déjà gagner un certain nombre d'énergie. Après, en termes d'isolation, je n'ai pas de réponse, là, c'est ouvert. On peut trouver les fiches Habitat en Alsace qui proposent un certain nombre de solutions. La question est ouverte. Comment on fait quand on a des cas comme ça? Sachant que traiter l'étanchéité à l'air, c'est vraiment pour moi la première étape ici, et puis isoler les combles, ça paraît relativement évident. Donc je vais clôturer là-dessus. L'aspect diagnostic complet, il va être abordé par la petite présentation de ma collègue pour Habitat Ancien en Alsace. Voilà, ce qu'on prône, la démarche en général, c'est entre l'état de santé, l'état fonctionnel du bâtiment, l'état patrimonial, et on aborde l'état énergétique en ayant connaissance des différents diagnostics et des différents éléments à prendre en compte pour faire du mieux possible dans les contraintes imparties. Donc on retrouve ici, ce sera un peu ma conclusion avant de céder la parole à Alice Lejeune pour Habitat Ancien Alsace, c'est que le diagnostic architectural et le diagnostic énergétique, finalement, sont très complémentaires et ont besoin l'un de l'autre pour avancer vers la sobriété énergétique et vers un projet satisfaisant. Donc, Alice, si tu souhaites prendre la parole. Alors bonjour, le micro fonctionne. Je me présente rapidement, donc Alice Lejeune, je suis architecte du patrimoine. J'ai un parcours dans l'administration entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Écologie, actuellement le ministère de l'Environnement, puisque j'ai été architecte des bâtiments de France pendant 5 ans, avant de rejoindre la DREAL, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Donc je décrypte rapidement ces deux termes. La DREAL, c'est donc le service déconcentré en région de l'actuel ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, qui remplit également des missions donc, pour le ministère du Logement et de l'Habitat durable. Et donc, voilà. Et Alsace, Champagne, Ardenne, Lorraine, on pourra bientôt dire Grand Est, ce qui permettra de raccourcir un peu les exposés. Voilà, donc il est bientôt l'heure du déjeuner. J'ai simplement 3 diapositives. Je vais effectivement évoquer donc l'étude Habitat ancien en Alsace, mais il ne s'agit pas de vous faire une présentation in extenso, bien sûr, mais plutôt de vous apporter un témoignage sur la démarche que donc nous avons menée ces dernières années dans la région. Donc l'étude, vous pouvez la retrouver, elle est téléchargeable sur Internet. Vous allez, notamment actuellement, vous la trouvez assez facilement sur le site de la DREAL et prochainement, je pense, sur le site de la DRAC, parce que comme on évolue au niveau des régions, nos sites sont un peu en cours de refonte. Mais actuellement, donc, vous pouvez télécharger l'étude sur le site de la DREAL Alsace. Alsace, Champagne-Ardenne, etc. Et puis, j'ai apporté quelques documents, je pense qu'on pourra disposer à l'extérieur de la salle. Voilà, donc je vais être rapide, mais vous pourrez trouver quelques documents à consulter et à emporter pour certains à partir de la pause déjeuner. Voilà, donc cette étude, c'est un partenariat entre la DREAL et la DRAC Alsace, donc la DRAC Alsace qui est représentée aujourd'hui par Mallory Chéry, architecte des bâtiments de France, qui a participé très activement à cette étude du côté DRAC. Et donc la DREAL et la DRAC, c'était la maîtrise d'ouvrage, et nous avons commandé cette étude au CEREMA et au cabinet d'architectes du patrimoine ODM.
Voilà, et elle est parue, c'est assez récent, puisque la deuxième phase de cette étude est parue en septembre 2015. Donc très rapidement, pour vous décrire quand même le contenu de l'étude, ça va faire un peu écho à ce que Julien Borderon vous a présenté, mais c'était 7 types de logements antérieurs à 1948 qui ont été étudiés. On les a vus d'ailleurs, je pense à peu près tous en photo. Pour produire d'abord une caractérisation de ce bâti ancien qui vous a été proposé, c'était un des premiers objectifs. Et puis ensuite, le but c'était d'être opérationnel et donc de proposer 3 scénarios de gestes de rénovation avec donc une approche multicritère des résultats. C'est-à-dire on envisage la performance énergétique, mais on envisage également la préservation de l'architecture et du patrimoine, avec donc dans le guide méthodologique que vous pouvez trouver également sur Internet, on a objectivé ou tenté d'objectiver l'ensemble des critères architecture et patrimoine. Voilà, donc c'est intéressant, vous pouvez aller voir comment ça a été fait. Voilà, et ça permet notamment de rentrer ce critère sur le même plan que la performance énergétique. On a pris donc les résultats de ces scénarios étaient évalués, vous savez, sous la forme d'un radar, là, des sortes d'araignées. Donc on peut mettre finalement autant de dimensions qu'on le souhaite. On avait ajouté donc la performance énergétique, préservation de l'architecture et du patrimoine, également les questions de confort d'été, confort d'hiver, avec l'effet de paroi froide qui a été évoqué, et puis absence des risques liés à l'humidité dans les murs. Voilà, et puis enfin on a des indications sur les coûts, c'est-à-dire que les différents scénarios ont été évalués en termes de coûts. Alors je vais passer la deuxième et avant-dernière diapositive. Alors sur les résultats, sur la partie connaissance, je ne vais pas y revenir en détail, Julien Borderon l'a évoqué. On avait grosso modo, on était dans des étiquettes énergétiques qui étaient proches de E sur cette étude, c'est-à-dire à peu près dans la moyenne nationale, ce qui est un résultat insuffisant, c'est-à-dire qu'il faut agir, mais qui est néanmoins honorable, et il faut prendre en compte le fait qu'en Alsace, on est quand même dans une région où le climat est considéré comme relativement rigoureux. Voilà. Julien Borderon a indiqué aussi qu'un des constats très importants, c'était l'importance de ces pertes liées au défaut d'étanchéité à l'air, et donc qui permet déjà une marge de progrès substantielle. Voilà pour les aspects de constat. Alors sur les scénarios qu'on a simulés, je développe pas beaucoup, mais enfin je vous en dis quand même quelques mots. On a constaté que, on a démontré que concilier l'énergie et le patrimoine, finalement c'est possible. Donc on avait 3 scénarios contrastés, un dans lequel on atteint le BBC sans isolation par l'extérieur, en préservant les principaux caractères architecturaux et patrimoniaux du bâti. Voilà. Donc ça c'est pour des types un peu standardisés. Après évidemment on indique toujours quelques précautions, c'est-à-dire que les bâtiments réels auxquels on s'intéressera, et ben si dans certains cas ils ont des lambris intérieurs particulièrement intéressants, etc., donc voilà, peut-être que ce scénario-là ne sera pas adapté, mais dans un certain nombre de cas c'est possible. Et dans d'autres cas, on peut favoriser donc une conservation patrimoniale plus poussée ou choisir de faire des interventions plus ciblées, notamment de manière caractéristique, on arrive effectivement à des solutions où on isole les sous-faces du niveau inférieur et au niveau la sous-face, le plancher des combles. Et donc, on arrive néanmoins, même si on n'atteint pas le niveau BBC, on arrive à des gains énergétiques qui ne sont pas du tout négligeables et qui permettent donc une approche nuancée de cette question. Voilà, je passe un peu sur
sur la suite. Alors j'en arrive presque à finalement ma conclusion, puisque dernière diapositive. En revenant sur les enjeux, quels étaient les enjeux pour la DREAL et pour la DRAC? Pour la DREAL, l'enjeu, très clairement, c'est d'aller vers la massification des rénovations énergétiques des logements. C'est ça notre lettre de commande du ministère. Et les logements antérieurs à 1948, c'est environ un tiers du parc de logements. Donc c'est un segment qui est non négligeable, même si on sait que c'est dans le bâti postérieur à la guerre et avant la première réglementation thermique qu'on a les réelles passoires énergétiques. Ce segment-là, il est intéressant, il pose des questions techniques spécifiques. Et c'est également, donc ça a été déjà abordé dans les exposés précédents, un enjeu très fort en termes de lutte contre la précarité énergétique des ménages. Donc j'ai renoté au passage qu'au niveau national, on considère qu'il y a environ 20% des ménages qui sont en précarité énergétique. En Alsace, c'est un ménage sur 4, c'est-à-dire 25%. Et avec effectivement des ménages qui se situent très souvent dans les bâtis antérieurs à 1948. Voilà. Alors, les enjeux pour la DRAC, j'y reviens pas, c'est la préservation du patrimoine, je pense qu'il n'y a pas besoin de développer plus. Alors, l'idée de fond de cette étude, c'était d'objectiver la connaissance déjà sur le fonctionnement de ces bâtiments. Ça, c'est important pour pouvoir, au niveau régional, à nos partenaires dans les actions pour la rénovation énergétique, pouvoir leur fournir une information finalement rendue plus fiable. Et pour que, du fait que cette information, ces données d'entrée soient plus fiables, eh ben, on puisse bâtir permettre à ce réseau d'acteurs de s'approprier ces éléments et finalement de relayer aussi le discours. L'idée, c'est également de faire avancer finalement le savoir collectif, puisque on pense qu'il y a un certain nombre d'enseignements de cette étude, finalement on le voit, qui sont intéressants aussi au niveau national, qu'on peut peut-être généraliser, et puis de donner à voir donc la méthode qu'on a employée pour qu'elle puisse être reprise, éventuellement critiquée, interprétée, et qu'on puisse aller plus loin. Donc voilà, c'est une contribution à la réflexion collective. Voilà. Et puis c'était également, alors je pense que ça c'est un des enseignements peut-être un peu a posteriori parce que c'est pas ça qu'on pensait forcément au départ, mais de montrer que le travail entre deux entités qui ont l'air d'avoir des objectifs mais complètement antagonistes a priori, et c'est possible. Ici c'était donc deux administrations de l'État et que c'est possible, c'est fructueux, c'est intéressant dans le travail, ça oblige à pointer les choses du doigt et puis aller dans le fond des choses. Et ça permet d'aller vers des études plus fines et plus qualitatives. Voilà. Alors, pour parler de ce partenariat, il faut aussi indiquer que c'est pas seulement une étude DREAL-DRAC, c'est-à-dire que nous l'avons partagée au sein d'un groupe de partenaires qu'on a appelé le groupe de travail partenarial, je crois, d'un ensemble d'acteurs de la région et qu'on a associé dès le démarrage de l'étude. Donc, on leur a confié quelques-unes de nos interrogations au moment où on faisait la typologie thermique. Je ne suis pas revenue sur toutes les étapes. Et donc, ils ont participé, ils nous ont beaucoup aidés à trouver nos cas à étudier, parce qu'il a fallu aller chercher dans la campagne alsacienne des petites maisons où il y avait encore des rideaux en dentelle aux fenêtres et la grand-mère dedans. Pourquoi ? Parce qu'il nous fallait des bâtiments peu transformés et sur lesquels on disposait de factures énergétiques. Voilà. Et donc voilà, alors en conclusion, ça fait écho, je crois, à tout ce qui a été dit dans la matinée. On est quand même à un moment clé avec le vote de la loi TEPCV, Transition énergétique pour la croissance verte, et notamment son article 14, qui a été voté en juillet 2015, et l'ensemble des décrets d'application qui sont soit pris, soit en cours de mise au point, et notamment le fameux décret sur les travaux embarqués. Donc désormais, effectivement, en termes de transition énergétique, le secteur du bâtiment, c'est une priorité pour le ministère, et plus précisément la rénovation du parc bâti existant.
D'où l'importance et l'actualité du sujet. Voilà, alors donc, dernière phrase de conclusion. Là, je crois qu'il y a dans l'Assemblée un certain nombre d'architectes du patrimoine ou de futurs architectes du patrimoine. Et donc, c'est de dire qu'il y a un intérêt très fort, effectivement, à ce que les architectes du patrimoine s'investissent sans trop de tabou dans toutes les démarches, alors au gré des parcours professionnels des uns et des autres, dans toutes les démarches sur la recherche de solutions pour la rénovation énergétique du bâtiment, dans tous les partenariats, etc. Il y a des acteurs majeurs, donc là c'est un petit témoignage de ce qu'a pu faire la DREAL Alsace en partenariat avec la DRAC, mais il y a des acteurs majeurs, hein. Il y a la région, il y a les régions, excusez-moi, il y a les régions qui sont des acteurs de premier plan sur ce sujet, l'ADEME, il y a l'ANA, il y avait une intervention tout à l'heure là qui parlait des aides et de l'influence des aides financières dans les conséquences pratiques de la rénovation. Alors oui, c'est un sujet extrêmement important de savoir de quelle manière on peut éventuellement amener à ce qu'il y ait un jour ou l'autre des critères qualitatifs dans la distribution des aides publiques, ou enfin qualitatifs du point de vue de l'architecture et du patrimoine, puisqu'il y a déjà d'autres critères. C'est un sujet important. Voilà, vous avez d'autres acteurs. Et puis au niveau plus local, les plateformes de la rénovation énergétique, donc, qui sont en train de se mettre en place pour finalement appliquer sur le terrain cette loi de transition énergétique. Voilà, j'espère que j'ai tenu dans les 10 minutes et que je ne retarde pas trop l'heure du déjeuner.